Alors, quelques segments de Mathieu Bock-Côté, qui était en feu hier, qui était en forme. Bravo, Mathieu Bock-Côté. À tout le monde déparle. Félicitations. C'était excellent. Il y avait 15 minutes, hein, il y avait juste 15 minutes. Ils ont donné 15 questions en 15 minutes. Très, très vite. Il les a plantés, net frais sec, beding, badang. Ils l'ont jamais vu venir, celle-là. Ils pensaient contrôler ce qu'il allait dire, mais ils l'ont eu d'en face. C'était excellent. Alors, on y va. Alors, je vais vous partager en passant le lien. Il est sur YouTube de l'entrevue, du segment intégral, pardon. Alors, partagé par Asus, en X, ouais. Je te dis. Alors, il l'a partagé. Quelqu'un l'a partagé. On a l'intégralité. C'est disponible sur le site de Radio-Canada à Tout le monde déparle aussi. On écoute. Mais ça, ils l'ont pas vu venir. Politiquement correct. Je pense que c'est une bonne chose de le déconstruire. Ensuite, je suis très heureux de voir qu'au Québec, on puisse le faire d'autres manières. OK. On continue. Vous comparez l'Union européenne à l'Union soviétique. L'Union soviétique, c'est un regroupement d'États totalitaires, un régime répressif qui a fait des millions de morts. Quel rapprochement vous faites avec l'Union européenne, une fédération d'États jusqu'aux dernières nouvelles démocratiques? Alors, jusqu'aux dernières nouvelles démocratiques. On laisse de côté les millions de morts, évidemment. Je ne dis pas que l'Union européenne aujourd'hui, c'est l'URSS. Ça va de soi. Je dis que certains des travers les plus inquiétants qu'on a connus en URSS se reproduisent aujourd'hui. Par exemple, la volonté d'assimiler tout désaccord avec l'époque à des propos haineux. Je vais vous donner un exemple, bien que ce pays ait quitté l'Union européenne récemment. En Grande-Bretagne, aujourd'hui, vous pouvez avoir la police qui cogne chez vous à 6 heures du matin parce qu'il y a 6 mois, 1 an, 2 ans, vous avez fait un tweet que les autorités officielles disent c'est un tweet haineux. Mais la police qui cogne chez vous à 6 heures du matin pour un propos qui choque les uns les autres, je trouve ça soviétique. Quand on voit, comme on le voit en France aujourd'hui, certains disent, ils sont inquiets de l'arrivée des conservateurs, des populistes, des identitaires, appelez-les comme vous voulez, au pouvoir. Ils disent, il faut faire en sorte que si jamais ils arrivent au pouvoir, ils ne puissent pas tenir le référendum qu'ils veulent tenir parce que le peuple est trop inquiétant. Dans leur esprit, trop souvent, le peuple, c'est une masse qui agrège des préjugés inquiétants et dès lors, il faudrait protéger la démocratie contre le peuple. Et ça, je multiplie les exemples, je pense que la méfiance envers le peuple, la méfiance envers la démocratie, la méfiance envers la liberté d'expression, tout ça au nom d'une conception, d'une forme de progrès P majuscule, dans les faits, ça nous conduit à une forme de nouvel autoritarisme qui ne dit pas son nom. Oui, mais la liberté de parole, quand c'est des propos haineux, alors, est-ce que ça reste la liberté de parole acceptable? Je crois qu'on va voir un échange qu'on a eu il y a quelques années. Qu'est-ce qu'on entend par propos haineux? Je vous pose la question. Je le constate qu'aujourd'hui, si par exemple, je redonne mon exemple de tantôt, madame est devenue monsieur, et en tant que monsieur, il accouche. Je suis désolé, mais non, jamais un homme ne pourra accoucher. Dire ce... Bon. À tout le monde déparle dans l'audience, ça a dû faire un choc mental. On continue, le fun s'en vient. Là, en Europe, vous pouvez être accusé de transphobie. Si vous constatez, c'est un propos haineux, si vous constatez aujourd'hui qu'il y a une crise avec l'immigration massive qui fait en sorte qu'il n'y a pas la rencontre des cultures pour donner un choc des cultures, on peut vous accuser de racisme et de xénophobie. Donc, le concept de propos haineux aujourd'hui sert dans les faits à criminaliser, à pénaliser toute remise en question d'une forme de, vous savez, le progressisme obligatoire, le politiquement correct. Donc, évidemment, la haine, c'est mal pour tout le monde. C'est, par exemple, si je vous disais, Guillaume, que je vais vous lancer une hache au visage, vous diriez que c'est haineux, n'est-ce pas? J'ai l'impression. Oui. Il a déjà dit parce qu'il a déjà dit qu'il voulait me lancer une hache au visage. Donc ça, pour moi, c'est haineux, par exemple. Mais, je pardonne. Mais cela dit, moi, je parle pas de ça. Je parle de propos politiques et je constate qu'aujourd'hui, on cherche à pénaliser ce qui relève globalement du conservatisme. OK. Parlons d'immigration. Vous dites que l'immigration menace... OK, là, c'est assez, là, pour ce sujet-là, là. OK, là, c'est tough, hein? C'est tough, hein? C'est... Ouf. OK, on passe à l'autre sujet, là. Pour la hache, on vous explique la chicane avec Mathieu. Intermède de à peine 2 minutes. Tout le monde déparle. On vous explique que la chicane entre Mathieu Bock-Côté et Stéphane Rousseau. Oh oui, paf! Ben oui, évidemment, la haine, c'est mal pour tout le monde. Il y avait déjà dit ça. Ben oui, novembre 2024. Animé par Marc Labrèche, il avait fréquenté un établissement danseur de hache. Ça fut une expérience transcendante.
a-t-il affirmé. Stéphane Rousseau a ensuite dit qu'il pourrait en faire son métier. J'aurais, je ne sais pas, Mathieu Bock-Côté comme cible. OK, c'est ça. Bon, OK. C'est ça. Mais donc, c'était même pas Mona de Grenoble qu'on a connu en plus comme dégueulasse. Ça, c'est accepté à tout le monde de parler des propos de même, des affaires de même. Mais en tout cas, vous comprenez, ça vient de là. Alors, mettons que j'irais me pratiquer la hache, je ferais une entrevue. Ça serait qui ta cible? C'est pas qui, moi. C'est la cible, c'est le rond dans le milieu de la titre, là. Mais en tout cas, donc, c'est ça. Ça l'a fait te remettre d'en face. C'est parfait. On continue. Nationalisation. Vous cherchez dans votre livre à légitimer la théorie du grand remplacement. Ah bon? Il veut que des élites s'organisent une espèce de mise en minorité des Français dits de souche par des immigrés venus de l'extérieur de l'Europe. Dans votre livre, vous dites, ça vaut la peine de réfléchir là-dessus. Ben, premièrement, Pourquoi vous défendez une théorie conspirationniste et raciste? Bon, premièrement, je n'utilise pas la référence au grand remplacement. Je ne considère pas que c'est un terme qui est tellement usé qu'il n'est plus utilisable aujourd'hui. Ensuite, vous savez, Jean-Luc Mélenchon. Oui. Jean-Luc Mélenchon, en France, homme de gauche, même de gauche radicale, dit le grand remplacement, il existe. Et c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose parce que ça va renouveler nos sociétés, ça va nous transformer démographiquement. Donc, je constate que le grand remplacement, c'est pas un concept que j'utilise. J'insiste. Mais quand certains disent ça existe et c'est mal, ben ça, c'est une théorie conspirationniste et raciste. Si vous dites ça existe et c'est bien, alors là, vous êtes un progressiste remarquable et cosmopolite. Laissons de côté ce concept de grand remplacement que je... Oui. Alors, je répète. Alors, quand la gauche dit c'est le fun, avoir beaucoup de monde pour nous remplacer, puis ça amène la richesse, ça, c'est correct. Mais si tu dis que nous remplacer puis on disparaît, ça, c'est mal de l'extrémisme de droite. Teint dans les dents, ma gang. Et le gros mot, complotiste, évidemment. Utilise pas. Et parlons simplement de réalité. Une immigration si massive qu'elle déborde nos capacités d'intégration. Quand vous voyez ça sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, ça peut donner ce qu'on voit en Belgique aujourd'hui, à Bruxelles. Vous voyez à Londres aussi. Puis à Montréal, dans 10, 15, 20, 30 ans, parce qu'on a une immigration qui dépasse largement nos capacités d'intégration, à Montréal comme à Laval, le français va devenir minoritaire. Et si on ne comprend pas que le fait de devenir minoritaire chez soi, le fait de devenir étranger en son propre pays, et pourquoi? Dans notre cas, parce que le fait de parler français, ça va être un accommodement raisonnable qu'on va nous accorder dans quelques années, parce que dans les faits, nous ne serons plus la norme. Vous allez voir, à ce moment-là, peu importe la manière dont vous nommez ça, ce n'est pas agréable. Je vous cite, l'homme occidental est devenu un zombie surmédicalisé qui demain se soumettra aux islamistes qui feront la loi dans son pays. C'est pas ça le grand remplacement? Non, c'est une description de ce qui se passe, par exemple, à Bruxelles aujourd'hui. C'est-à-dire, on est des sociétés quand même surmédicalisées. Je pense que c'est un domaine, c'est un élément central dont on peut se désoler. Ensuite, on a nos sociétés qui devancent quelquefois le progrès de l'islamisme, qui est un vrai problème, à ce que j'en sais. L'islamisme qui vient pas toujours dans sa forme terroriste. On a parlé du Bataclan il y a quelques minutes. Mais l'islamisme qui vient quelquefois avec l'imposition de normes, qui dit, par exemple, les codes de la pudeur qui viennent du monde islamique doivent s'imposer au monde occidental, que l'on juge décadent quelquefois avec l'émancipation des femmes et ainsi de suite. Mais je m'excuse, mais ça, pour moi, c'est une conquête à l'échelle de l'histoire. Et encore une fois, c'est pas ta théorie conspirationniste et raciste du grand remplacement avec des traits d'union entre tous ces mots-là. Je constate simplement qu'allez vous promener aujourd'hui à Bruxelles, par exemple, allez à Londres et vous allez constater qu'en ces grandes villes, il y a quelque chose qui s'est passé. L'identité historique de la Grande-Bretagne ou de la Belgique, dans notre cas, est devenue minoritaire. Donc ça, je pense que c'est un problème. Puis pour ce qui est de l'islamisme, si vous ne voyez pas que dans nos sociétés, au nom, par exemple, c'est un bon exemple, au nom de la lutte contre la haine, eh bien, on a vu aujourd'hui que certains nous disent un instant, critiquer les religions, critiquer l'islam, c'est de l'islamophobie. L'islamophobie, ça doit être interdit. Je ne suis pas de ceux qui veulent interdire la critique des religions. Avez-vous peur de disparaître? Les Québécois? Oui. Vous connaissez probablement le très beau documentaire qu'a fait Lise Payette à la fin des années 80. Le titre, c'était « Disparaître ». Qu'est-ce qu'elle disait là-dedans? C'est que les Québécois, si la tendance se maintient, vont devenir minoritaires chez eux. Lise Payette, parce que j'en sais, qui n'était pas une idéologue d'extrême droite. Non, mais c'est facile à dire, ça. C'est-à-dire, elle a raison, on le sait depuis longtemps. Épais. OK, vous n'avez pas peur de disparaître comme Québécois, Guillaume? Ben oui, mais pas nécessairement à cause de l'immigration, parce que nous sommes de moins en moins nombreux dans un continent où il y a de plus en plus d'anglophones. Okay. Je vais vous raconter une histoire, ça s'appelle le 30 octobre 1995. Les Québécois francophones, le groupe historiquement interpellé par la question nationale au Québec, votent oui à 61%. L'indépendance ne se fait pas là pour les raisons que l'on sait. Aujourd'hui, que l'on sait. Oui, aujourd'hui, quand on nous parle de l'avenir de l'indépendance du Québec, l'argument principalement utilisé souvent pour des gens qui seraient plutôt sympathiques, mais ils disent ça se fera pas.
J'y serais favorable, mais vu le changement démographique au Québec, ce n'est plus possible. Vu et sachant que l'immigration massive est le principal élément d'explication de l'anglicisation de Montréal, de Laval et ainsi de suite, donc je ne dis pas l'immigration, c'est le seul facteur. Je dis que l'immigration massive aujourd'hui au Québec s'anglicise. Mais c'est normal, c'est normal. Les populations qui viennent d'ailleurs arrivent d'abord en Amérique du Nord. Dans leur tête, le Canada est une forme d'État américain. Ils arrivent au Canada. Au Canada, il y a 2 langues officielles et Ottawa nous explique qu'au Québec, le français est optionnel. Et quand vous fonctionnez à Montréal, à Laval, dans 15 ans sur les 2, 4, 5, 0, le français deviendra optionnel. Voulez-vous me dire dans ce contexte-là comment on peut réussir l'intégration? Donc, pour vous, il y a le nous et eux. Ben, est-ce que pour vous, les Américains, c'est des eux? Est-ce que quoi? Est-ce que vous allez les États-Unis, pour vous, c'est eux? Ben oui. Oui. Donc, il y a toujours un eux quelque part. Oui. Il y a au Québec un nous qui est une majorité historique francophone, à laquelle se sont agrégés des gens qui viennent d'ailleurs. Oui, mais du c'est Chili, correct. bien sûr, du Chili, de la Kabylie, de partout. Ensuite, le fait est que cette majorité n'a pas une capacité d'intégration infinie. Et le jour où, au Québec, ça va être majoritairement anglophone plutôt que francophone, et ça, si je peux me permettre, c'est pas dans le 5e millénaire. C'est plutôt bientôt. Ouais. À ce moment-là, le Québec ne sera plus le Québec. Je ne me résous pas à l'idée de devoir vivre en étranger dans mon propre pays. Donc, nous allons nous faire louisianiser. Pour reprendre la formule de François Legault, qui est une formule assez populaire dans les années 70. Vous savez, la louisianisation, l'acadianisation, on disait ça dans les années 70-80. Aujourd'hui, je pense qu'on a une tendance qui nous pousse vers là, sauf si on a un sursaut. Et le sursaut, d'un point de vue québécois, ailleurs c'est autre chose, mais c'est l'indépendance du Québec. C'est-à-dire, si le Québec, dans les prochaines années, ne se réveille pas et ne fait pas le choix de l'indépendance du Québec, nous allons devenir d'abord un gros Nouveau-Brunswick, et peu à peu, on va avoir la chanson Mommy Daddy que vous connaissez, la chanson Mommy Daddy qui est bouleversante. J'ai l'impression que c'est notre avenir si on ne se reprend pas en main. C'est ça qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas intéressés à la souveraineté propulsée par l'identité. Bon, on prend une pause, on respire, ça va permettre au système de rentrer. Il est disponible sur Radio-Canada, mais sachez que c'était très difficile, je ne sais pas pourquoi. Là, on voit qu'on parle d'immigration et autres, ça lag, ça bug à côté. Sur Radio-Canada, c'était très difficile ce matin de l'entendre, ça coupait tout le temps. Alors, mais c'est encore sur le site de Radio-Canada s'il ne le coupe pas. Alors, on va mettre ça, mais c'est pour ça que j'ai partagé le lien de l'autre YouTube aussi, comme ça on va l'avoir. Donc, mais Radio-Canada, il est encore là, mais sachez que ça se peut que vous ayez de la misère à l'écouter. Surtout dans le bout d'immigration, on dirait que ça coupait. Alors, c'est pour ça que j'ai trouvé une autre alternative pour vous présenter ça. Aussi, les bras croisés. Il connaît son histoire sur le bout des doigts. Tout le monde en bave. Tout le monde, hey, j'aime ça, tout le monde en bave. Ouais, oui, tout le monde déparle, on va appeler ça tout le monde en bave. C'est bon, ça. J'aime ça. Pathétique, mais bravo, Mathieu Bock-Côté. Alors, qui est le fou du roi? Je ne sais pas, puis je m'entorche pas mal. C'est pas une émission que j'écoute. Le fou du roi a vraiment l'air fou. Alors, il sait ce qu'il dit, il connaît ses sujets. Et là, on parle d'immigration et autres. Puis là, vous allez voir un autre moment d'anthologie. Quelqu'un qui essaye de replacer Mathieu Bock-Côté sur l'immigration, puis la différenciation, puis que, tu sais, puis là, le projet du PQ, faut être inclusif, puis tout ça, quelqu'un de la gauche. On va écouter le petit extrait et remarquez bien la face du gars. Bon, probablement faire un arrêt sur image. Oui, puis on va avoir du fun. Checkez bien ça, allez. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas intéressés à la souveraineté propulsée par l'identitaire comme vous le proposez, vous. Proposé par un repli sur soi qui était très différent du projet de René Lévesque. René Lévesque, vous connaissez sa formule dans un discours très important. Il dit qu'il y a 2 ministères de l'immigration au Canada. Un à Ottawa pour nous noyer et un à Québec pour enregistrer la noyade. Est-ce que René Lévesque était identitaire, selon vous? Oui, sauf que quand tu viens dans un pays... Paf, 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 paf. Oh, fuck, merde. Je sais plus quoi dire à ça. Colif. On réécoute, puis on regarde la face du monsieur encore. Ça vaut à peine. Puis, tu essaies de citer René Lévesque, tu essaies de péter de la broue avec René Lévesque face à Mathieu Bock-Côté.
l'immigration au Canada. Un à Ottawa pour nous noyer et un à Québec pour enregistrer la noyade. Est-ce que René Lévesque était identitaire, selon vous? Oui, sauf que quand tu viens dans un pays, je prends l'exemple des Américains. Ça, je veux savoir s'il était identitaire ou non, René Lévesque. Quand il dit ça vous choque? Non. Bon, alors moi, je dis la même chose, donc je vous choque pas. Oui, sauf que quand tu viens dans un pays, je prends l'exemple des Américains. Ça, je veux savoir s'il était identitaire ou non, René Lévesque. Quand il dit ça vous choque? Non. Bon, alors moi, je dis la même chose, donc je vous choque pas. Oui, mais c'est que vous le dites 30 ans, 40 ans après lui. Vous pensez que ça va mieux aujourd'hui, vraiment, à ce point-là? Non, c'est que la démographie au Québec a changé. Oui. Alors, les gens qui habitent ici, qui sont des Québécois, de souche ou non, qui vivent ici, qui payent leurs impôts ici, qui travaillent ici, ils représentent ce nouveau Québec ou ce nouveau Canada. Ce ne sont pas les eux qui sont ici maintenant. Et d'ailleurs, qui me suit, on en a pas. Non, mais faites la comparaison avec les Américains. Non, mais ce que je veux dire, c'est que l'idée qu'il y a un nous et un eux, ça structure l'histoire. Il y a toujours un nous et un eux quelque part. Par exemple, moi, mon eux, c'est le Canada anglais. C'est peut-être même le cas pour vous. Le Canada anglais, on a la même citoyenneté, on a le même papier, le même passeport, mais pour moi, le Canada anglais, c'est un eux respectable. Tout comme l'Espagne, c'est un eux respectable. Les États-Unis, c'est un eux respectable. Faites la liste. Mais le fait est que le cœur du nous québécois, la raison pour laquelle le Québec n'est pas une province canadienne comme les autres, c'est qu'il y a ici un fait francophone inscrit dans 4 siècles d'histoire. Si vous balayez ça, si les Québécois francophones ne deviennent qu'une communauté parmi d'autres dans le Québec pluriel trudeauisé, mais je vous rassure, vous n'existerez. Une émission comme celle-là ne sera plus possible dans 15 ans parce qu'elle n'aura plus de public. Mais qui a parlé de balayer ça? Qui veut balayer ça? Vous êtes au courant qu'il y a un gouvernement à Ottawa, un régime fédéral, qui considère globalement que la différence québécoise est une forme de différence résiduelle embêtante. Oui, je ne me trompe pas. On n'est pas obligé d'accepter cet énoncé. Mathieu. Non, mais je constate, parce que je ne l'accepte pas, je suis indépendantiste. Parce que je suis indépendantiste, je cherche à faire en sorte qu'on réussisse à construire autour de 2027, 28, 29, le prochain camp du oui, qui sera capable de rassembler les gens. Vous savez, en 95, il y avait dans le camp du oui Françoise David et Éric Duhem. Alors là, ça, c'est l'autre bout. Alors, bedding, badang, let's go. Et on continue. Puis là, vous allez entendre un petit bout intéressant. Parce que oui, Mathieu a nommé notre ami Maxime Bernier et Jeff Fillion hier en plus, devant le face. Alors, il y avait des faces de croche. Il l'attendait pas venir, celle-là, pas pantoute. C'est peut-être la dernière fois qu'on le voit, tout le monde déparle. Tout le monde en bave. Mais Stéphane Rousseau n'a pas l'air bien. On dirait qu'il a lâché un pet. Alors, ouais. On recule ça. Donc, au référendum de 95, regardez bien, le but de la coalition, lui, c'est pour l'indépendance du Québec. Il l'assume, puis il dit ouvertement, franchement, Mathieu Bocoté, bravo. Puis on peut être en désaccord ou pas. Moi, je suis en désaccord sur certaines de stratégies hautes et autres, parce que ça ne tient pas de bout. Mais anyway, on en reparlera un jour, si j'ai la chance de lui en parler à pleine face, ou autre, ou avec un journaliste. On écoute le prochain extrait. 8-29. Le prochain camp du oui, qui sera capable de rassembler les gens. Vous savez, en 95, il y avait dans le camp du oui Françoise David et Éric Duhem. Le prochain camp du oui, il va falloir que Mme Gazal s'en vienne, je crois, Ruba Gazal, et si possible, Éric Duhem, et Maxime Bernier, et Guy Lepage, et Jeff Fillion. Tous ces gens-là ont vocation à se rassembler dans le camp du oui. Si on n'est pas capable... Un pays qui veut faire son indépendance, ça rassemble des gens qui pensent rien en commun, sauf sur un point central, mettre chez nous. Mathieu? Je ne pense pas que ce soit une si mauvaise idée. Mais s'il y a nous et il y a eux, il n'y en aura pas d'indépendance parce qu'il faut la faire avec eux. Bien sûr, non, mais oui. je tends la main. Vous avec connaissez la eux règle de Parisot, hein? C'est-à-dire que le dernier entré laisse la porte ouverte, s'il vous plaît. Ça, j'y crois fondamentalement. Mathieu. Ensuite, je constate une chose, si vous me permettez, Ouais. que dans ce nous, à un moment donné, il faut vouloir le rejoindre. Et le point de départ, c'est la langue française. Est-ce que vous constatez, comme moi, qu'aujourd'hui, la capacité d'attraction du français est moins grande au Québec qu'elle l'était autrefois? Je considère que nous avons fait une mauvaise job pour convaincre les nouveaux arrivants de parler français. Ça, je connais ça par... Vous savez, aux États-Unis, ils n'ont pas à convaincre les gens d'apprendre l'anglais. Puis en Italie, ils n'ont pas à convaincre les gens de parler italien. Ça s'impose de soi. Puis à Ottawa, cela dit, ils convainquent... C'est pas vrai, aux États-unis, il y a plein de gens qui parlent espagnol et qui ne parlent pas anglais. Bien sûr, mais ensuite... Et qui ne parlent qu'est-ce Et là, encore là, des gens mal informés, pas informés, qui essayent de dire de quoi. Vrai, aux États-Unis, il y a des gens qui parlent juste espagnol aux États-Unis. Mais regardez bien ça. Je recule ça parce que c'est important. Puis d'ailleurs, ils ont oublié de le mentionner. Trump il a signé un petit décret, pas avec l'autopène, là, il a pris un vrai crayon. Là. La langue officielle des États-Unis, ça va être l'anglais, les bozos. Ça, ils ne sont pas au courant. C'est du monde désinformé, tout le monde en bave. Alors, je recule un petit bout là parce que c'est important. Hein? Il essaie de péter de la boue encore sur quelque chose. Et Mathieu, ça ne laisse pas imposer. On réécoute. Qui parlent espagnol et qui ne parlent pas anglais. Bien sûr, mais ensuite... Et qui ne parlent qu'espagnol. Mais si vous voulez avoir... si je peux me permettre,
Ça fait partie des raisons pour lesquelles il y a une crise identitaire aux États-Unis aussi. Mais globalement, si vous voulez progresser dans la société aux États-Unis, l'anglais est nécessaire. Michael Rousseau, le patron d'Air Canada, rappelez-vous, a dit qu'une des plus grandes qualités de Montréal, c'est que c'était pas nécessaire de parler français pour s'y épanouir et y réussir. Je constate qu'il avait raison factuellement et moralement, ça me bousille le cœur. Mathieu, Aussi. l'écrivaine Kim Thuy, qui est arrivée au Canada avec sa famille en tant que réfugiée, a déploré le discours sur l'immigration qui a changé au Québec, selon elle. Manon. Et quand on nous dit, oui, vous avez peur des immigrants, puis on vous le répète tout le temps, puis c'est eux les problèmes, ou c'est eux la cause de tous vos problèmes, ben on finit par le croire. Dans votre chronique du Journal de Montréal, vous lui avez répondu que le Québec ne méritait pas son petit crachat. Oui. Kim Thuy, c'est une immigrante qui est bien implantée dans son pays d'adoption depuis des décennies. Est-ce qu'elle a le droit d'être critique envers son pays? Mais bien sûr, il n'y a pas de doute là-dessus. Ce qui m'avait désolé dans cette critique, dans cette intervention, pardonnez-moi, c'est qu'elle avait dit « Je pense m'exiler ailleurs dans une terre plus hospitalière ». Et là, j'ai juste fait le tour. J'ai dit « Bon, on va regarder ». Aux États-Unis avec Trump, probablement pas. En Grande-Bretagne, il y a eu une marche immense contre l'immigration massive, je suppose que non. En Italie, où le gouvernement s'est engagé sur une politique migratoire stricte, probablement pas. Donc, je disais que critiquer le Québec, évidemment, je passe mon temps à critiquer nos travers, mais dire j'ai envie de quitter ce pays parce que finalement, il n'est plus à la hauteur de mes idéaux, je trouvais que c'est un crachat inutile. J'ai tout le respect du monde pour Kim Thuy, c'est une écrivaine remarquable, mais sur cette question-là, dire je vais jouer à l'exil, mais pour aller où exactement? Moi, personnellement, j'ai pas de pays de rechange. Hein. Je travaille en France parce que c'est un immense bonheur pour moi d'y être, mais mon pays, j'ai pas de pays de rechange, j'ai que le Québec. OK. En terminant, dernière question. On écoute parler Paul Saint-Pierre Plamondon de ce temps-ci. Son discours, c'est rapproché un peu du vôtre. Est-ce que vous entretenez des liens avec le Parti québécois? Est-ce que vous le conseillez? Non. Ça, je me suis toujours interdit de conseiller les hommes politiques pour une raison simple. Soit on est éditorialiste, soit on est conseiller. Donc, je ne mélange pas les rôles. Ensuite, Paul Saint-Pierre Plamondon, qui n'a pas besoin de moi pour réfléchir, soit dit en passant, je pense que c'est le chef le plus impressionnant que le Parti québécois a eu depuis Jacques Parizeau. On peut lui reprocher bien des choses, mais il est d'une qualité intellectuelle tout à fait remarquable. J'ai des désaccords à la tonne avec lui, mais c'est la première fois depuis un bon moment qu'on a un leader indépendantiste qui dit on fixe une orientation, une direction, on rassemble des gens de différentes tendances, on se donne un objectif, on ne s'excuse pas d'être indépendantiste, on ne s'excuse pas d'être nationaliste, donc il n'a nul besoin de se faire conseiller par moi ou par d'autres, je pense, et ce qu'il dit aujourd'hui, je pense que ça peut nous conduire à la victoire avant 2030. Est-ce que vous restez avec nous? Avec plaisir. Alors, et il y avait un autre bout avec Ruba Gazal et Mathieu Bock-Côté ensemble. Ruba Gazal qui essayait de s'en imposer, puis pauvre elle, avec Mathieu Bock-Côté. Puis, désolé, mais ça ne marchera pas. Elle répète son mensonge. À tout le monde elle parle aussi. Ruba Gazal, Québec solidaire. S'ils sont élus, c'est elle qui est première ministre. Moi-même, toute ma vie, j'ai pris le transport en commun. Ouais. On a tous notre carte puce, on l'utilise encore aujourd'hui. En parlant de Québec solidaire, j'ai entendu tout à l'heure Ruba Gazal dire « Nous, on prend le transport en commun ». Mais je me suis dit, mais elle, comme chef de la deuxième opposition, chef parlementaire, elle a le droit à un transport avec chauffeur. Oui, alors, l'autre fois, quand elle a montré sa carte opus, c'est une carte, Véronique, qui ne sert plus. J'ai vérifié. Elle a pris beaucoup de transport en commun dans sa vie, mais elle a un chauffeur. Elle a un chauffeur maintenant. Ah ben, donc, quand elle dit « Nous, on prend le transport en commun », ça exclut celle qui parle. Ça, il faut le dire, j'ai vérifié. Hein? Ah non, elle est hypocrite et a été démasquée encore une fois. Ah, Ruba Gazal. Donc, ça vous met la table pour le prochain segment. C'est ça, Ruba Gazal. Alors, M. Bock-Côté. 30 secondes accordées à M. Bock-Côté lors de Tout le monde en parle pour commenter le livre de Ruba Gazal. Un échange qui en dit long et partagé par Alexandra Lavoie de Rebel News. De voix. Ah oui, hein, on ne veut pas Rebel News. Ouais, c'est ça. On écoute ce 30 secondes-là, ça valait la peine encore là. Merci Pourquoi, Mathieu, beaucoup, vous avez Mathieu. apporté le livre, c'est pour le faire signer? Non, c'est Non. vraiment... Je l'ai lu. Vous l'avez lu, oui? En 30 secondes? Ah non, c'est par exemple, il y a des reconnaissances de faits. Ruba Gazal dit pourquoi une écrasante majorité de personnes immigrantes font le choix de dire non à ce projet.
C'est factuel, il faut le reconnaître tout simplement. Ce n'est pas détester les immigrants que de constater que là où il y a une zone de croissance pour l'appui à l'indépendance du Québec, c'est surtout chez les francophones et chez ceux qui s'y intègrent. Puis accuser de racisme, comment on le fait trop souvent? Ceux qui disent qu'il faut mieux maîtriser l'immigration, ceux qui plaident pour la laïcité. Ça fait plus que 30 secondes, là. J'ai compté. Alors, non, je pense que ça fait plus que 30 secondes. parce que je l'ai lu avec intérêt et je me désole qu'on accuse de racisme trop souvent des gens qui ont une forme de réalisme en matière d'immigration, qui détestent pas du tout les gens venus d'ailleurs, mais qui constatent que le nombre compte. Et quand on est capable d'intégrer, ça fonctionne bien, mais aujourd'hui, on ne l'est plus capable d'intégrer. Ça ouvre la porte au racisme, en tout cas. Oui. Non. Cette manie de voir du racisme partout, franchement, ça m'exaspère. Excusez-moi, c'est... On peut vous quitter? Non, c'est Oui, pas ça, c'est qu'il y a le téléjournal, ils sont en train de mettre leur pyjama. On peut vous quitter? Mais oui, c'est ça. Alors, quelqu'un lui dit la vérité en pleine face, évidemment. Ça fait pas avec passe-partout ça, là, anyway. Alors, on peut quitter? Non, c'est ça, c'est la réalité. Et on tient à rappeler qu'il y a 140 000 à peu près et plus immigrants en attente de statut au Québec qui vont avoir le statut du Canada juste à temps pour le prochain référendum. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Alors, voilà. Donc, c'était ça. Mathieu Bock-Côté, à tout le monde en parle. Alors, c'était génial. C'est possible que Radio-Canada ne l'enlève ou pas, mais vu que maintenant c'est enregistré sur FNL, ben ça va être là. Alors, l'excuse du téléjournal qui met son pyjama, on n'a plus de temps de consacrer, on veut pas. Hein, on peut vous quitter, hein? On est politiciens, mais les débats, ça ne nous intéresse pas, surtout ceux qui font mal à la tête. Si on revient au début du show, une race extraterrestre arrive ici, extrasolaire, qui communiquerait avec nous autres par télépathie, je vous dis, voyez, il y a un bout qui ne fitterait pas avec la gamme de QS, c'est clair et certain, ça passerait. L'onde, voilà. Alors, c'était un sujet très intéressant. Évidemment, on parle de l'avenir de notre peuple, s'il en reste. Bon, l'avenir de notre peuple, ben là, c'est ça le problème. On est distinct de plusieurs choses. L'aide médicale à mourir, numéro 1 mondial. Yeah! Wouh! Victoire. Bon, il y en a qui célèbrent ça. Mais on a mieux que ça.